Bienvenue sur Radio Galère à l'émission Kiksa. Ouvrir le Salut. micro. Voilà, c'est ça. Bonjour. Salut, alors on est avec Letty. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on fait une émission spéciale avec Julien Ciancaleoni et Christophe Oliver que vous avez pu entendre sur cette émission plusieurs fois depuis un an ou deux et qui viennent d'habitude faire des chroniques ciné. Mais en fait derrière ce duo de chroniqueurs iconiques du cinéma dans Kiksa, il y a aussi un duo de créateurs qui a fait un film qui s'appelle Pot de crème glacée. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée à ce film Pot de crème. Alors, est-ce que donc Christophe Oliver va nous rejoindre en cours d'émission dans quelques minutes. Donc, pour le moment, on n'est qu'avec Julien. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi Pot de crème ? Oui. Eh bien, Pot de crème glacée, c'est un long métrage autoproduit qu'on a fait, qu'on a commencé en fait il y a très longtemps. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que le projet a commencé. Et ça fait 3 ans qu'il est terminé. On a mis à peu près 10 ans à le concrétiser. Et c'était un projet très ambitieux parce que c'était de l'autoproduction. Et en fait, c'est un long métrage fantastique avec plein d'effets spéciaux. Qui demande quand même beaucoup de moyens, et en fait on l'a fait avec très peu de moyens, et du coup c'était un peu un défi, quoi. Et voilà. En fait, c'est ça qu'il faut dire, puisque moi, c'est quand même moi, je t'ai rencontré quand on était en BTS audiovisuel, donc on a été diplômé en 2014, il me semble, et à cette époque-là, vous étiez encore en train de faire le film, et c'était, il y avait quand même une bonne partie qui était faite, mais il y avait encore pas mal à faire, et donc c'est dans le cadre de Pot de crème que je vous ai un peu rencontrés tous les deux, et il faut dire que pour raconter un peu l'histoire, moi j'ai l'impression qu'on avait donc Julien et Chris qui avaient envie de faire du cinéma, qui avaient déjà choisi leur vocation dans la vie, et qui étaient trop presque impatients de faire leur classe, faire le réseautage de l'intermittence du spectacle, trouver des producteurs, machin, et vous vous êtes dit bah vas-y, qu'à cela ne tienne, on va faire le film sans rien. Et je me souviens qu'à l'époque c'était vraiment faut se rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire, parce que là on met des beaux mots en disant autoproduction, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils autoproduisent, ils se tapent 10 ans de CDI et de bosser à fond et tout ça, ils se font un pécule, voire ils vont même prendre un prêt à la banque de plusieurs milliers d'euros pour pouvoir, en fait, quand on parle d'autoproduction, de dire en fait c'est la personne qui met l'argent et la personne qui fabrique le film, c'est la même personne. Mais vous, ce qui était particulier, c'est que vous étiez très jeune. Donc moi, je me souviens de phases où pendant 2 semaines, vous alliez faire des intérimaires, des trucs, des petits boulots comme ça pour collecter 2000 balles et le réinvestir dans le film. Donc c'est important de dire ça aussi. C'est-à-dire que ce film-là, c'est pas le film de 2 personnes trentenaires qui ont passé 5 ans de leur vie à prendre des prêts à la banque et qui en fait font un film avec sensiblement le même budget que si c'était une grosse boîte de prod, mais simplement que c'est eux qui l'ont fait. C'est que vous l'avez fait vraiment quasiment avec pas grand chose. Là, vous venez de sortir des petites vidéos de promotion, et Chris, dans cette vidéo-là, parle de 10 000 euros. Alors 10 000 euros, quand on est une personne qui fait un métier normal et qui pense à un budget de loisir, c'est beaucoup. Par contre, au vu de ce film-là, il faut comprendre que un film de cette ampleur-là, s'il avait été produit par une boîte de production réelle, enfin je veux dire une boîte de production avec des sous, une boîte de production, avec des chaînes de télévision et tout ça, ce serait pas 10 000 euros, mais on parlerait plutôt de à peu près 20 millions d'euros. Et 20 millions d'euros, c'est à peu près le budget de film
tout à fait normal qu'on voit en France. Christophe Oliver vient d'arriver. Bonjour. Il est en sueur et essoufflé. Oh mon Dieu. On était en train de présenter Pot de crème et du coup d'expliquer que quand on parle d'autoproduction, c'est un joli mot pour en fait parler de deux jeunes qui avaient pas du tout les moyens, qui étaient encore en études et qui faisaient des petites phases d'intérim pour récolter 2-3 billets. Et donc je disais aux auditeurs que ce film-là, s'il avait été produit dans un cadre normal, on serait plutôt à 20 millions d'euros, je pense, si ce n'est plus, pour payer tous les salaires et tout ça. Et Donc là, on parle de 10 000 sur 10 ans. On parle de 10 000 euros 10 ans. et étalé sur 10 ans. Et c'est ce qui est la force de ce film, je trouve. C'est que pour remplacer des techniques, des techniciens salariés, tout s'est fait par le biais du bénévolat et du réseau entre amis. Donc par exemple, moi c'est un des points sur lequel qui m'avait marqué à l'époque. J'avais participé à une scène qui se passe dans un avion. Donc a priori tu te dis les avions c'est peut-être pas le truc qui va coûter le moins cher, au contraire. Et ben en fait Chris, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as pu tourner, ou on a pu tourner dans un avion, c'était quoi cet avion, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cet avion, c'est dû au fait que j'étais dans un lycée technique, aéronautique, et en option cinéma audiovisuel. Et le prof de cinéma était aussi prof d'aéro, donc on avait pu bénéficier de cet avion déjà pour des petits courts-métrages qu'on avait fait en option audiovisuelle. Et je me suis toujours dit, ça serait super de tourner une scène dans cet avion. En fait, l'idée qu'il y ait un avion dans le film vient du fait que c'était possible d'avoir un avion. À la base, même, c'est ça qui m'a inspiré aussi, parce que c'est un vieil avion des années 60, donc en bois à l'intérieur avec un look d'enfer et qui correspondait super bien au côté rétro du film. Donc je me suis dit, c'est possible de tourner avec un avion, c'est cool, plus-value sur la production. Donc... Oui, surtout qu'en fait c'était ça, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un hangar d'un lycée avec des carcasses d'avions qui servaient pour éduquer, instruire les élèves sur ça. Et c'était hyper intéressant quand on parle d'autoproduction, parce que moi je me souviens que on leur avait dit, oui, on arrive en toute petite équipe, parce que la majorité des personnes qui étaient dans l'équipe de Pot de crème étaient des étudiants en BTS audiovisuel. Donc nous, on arrivait à quoi ? On est arrivé à 8, quelque chose comme ça, avec une maquilleuse, nos réals qui faisaient tout, nos acteurs, et il n'y avait pas de surplus, on faisait plein de trucs à la fois. Et en fait, le lycée a eu peur de nous parce que, en fait, pour eux, c'était une grosse équipe, 8 personnes, et donc il fallait qu'on partitionne, qu'on partitionne avec la classe d'à côté qui faisait du bruit parce qu'ils étaient en train de faire leur truc normal d'aéro, et donc c'est ça aussi, en fait, ce qu'on entend par autoproduction. Surtout que c'est une scène qu'on a tournée en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on avait fait une première session avec l'avion et on était retourné des années plus tard pour faire des reshoots sur la même scène, et l'avion en fait était en miettes, quoi, parce que c'est un avion qu'ils ont l'habitude de défaire et de refaire pour justement parce que c'est des élèves d'aéronautique, donc pour apprendre comment ça fonctionne. Et on avait fait des repérages une semaine à l'avance, et l'avion était complètement démonté. Donc on arrive en crise d'angoisse, en mode mais comment on va faire ? L'avion il existe juste plus en fait. Est-ce que vous pouvez le remonter en une semaine ? Ils m'ont dit oui, et on est arrivé une semaine plus tard. Il est resté un boulon, ils étaient en train de le finir, et hop, on a tourné en fait. C'était beaucoup de trucs comme ça, un peu magiques. Est-ce qu'on peut citer quand même le nom du lycée qui nous a accueillis ? Bien sûr, c'est le lycée Pierre Mendès France à Vitrolles. Alors, j'aimerais qu'on écoute du coup la bande-annonce de ce film, mais juste avant, Chris, est-ce que tu peux raconter Pot de crème, enfin l'histoire de Pot de crème ? C'est quoi ce film ? Il se passe quoi dedans ? Qu'est-ce qui se passe dedans ? En fait, c'est l'histoire d'un détective fauché qui vient de se faire larguer par sa femme, à juste titre, et en fait qui est très déprimé, et comme dans tous les films américains, il mange un pot de crème glacée devant un film. Et dans ce pot de crème glacée, il se trouve qu'il y a une souris morte, donc du coup, c'est un peu un coup du destin. Il va voir le directeur du centre commercial où il a acheté ce pot, et il se trouve que le directeur qui vient pour violenter, on va dire, est un fan d'Elvis, qui l'envoie sur une mission pour retrouver les lunettes d'Elvis Presley, qui sont en fait magiques et qui ont été forgées par le diable lui-même. Voilà. Et donc du coup, Bernard, le détective, se retrouve à faire équipe avec un gigolo qui est l'amant de sa femme et qui travaille pour
l'actuelle détentrice des lunettes, qui est une méchante maléfique à la Disney. Donc voilà, et ils doivent faire équipe ensemble pour retrouver ces lunettes pour du fric finalement. Sachez, chers auditeurs, que le rôle principal, donc Bernard Deleuil, est joué donc par toi, Chris, et le deuxième acteur principal, qui est donc l'amant de sa femme, est joué donc Fabrizio, est joué par toi, Julien. Donc vous avez fait ce film aussi devant, derrière les caméras, en prépa, en post-prod, en tout. Et donc je propose qu'on écoute la bande-annonce du film. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. À tout de suite. Objet en particulier que tout admirateur du King voudrait posséder. C'est une paire de lunettes en or qu'il portait au milieu des années 70. J'ai engagé des dizaines de mecs pour me les retrouver, jamais personne n'est revenu. Mais je peux vous garantir que quelles que soient les épreuves que vous allez traverser pour me les ramener, pour vous ça vaudra le coup. Elles ont une valeur inestimable. Combien ? Je vous en offre facile 200 000 balles. Tu me mènes à l'endroit où se trouve Olga, on retrouve ensemble les lunettes d'Elvis, et puis ensuite on ira voir Iris tous les deux et on la laisse choisir entre toi et moi, ok ? Vous voulez dire comme un chien qu'aurait à choisir entre son maître et un bol de croquettes ? Vous trouvez pas que ça manque un peu de classe ? Il y a un truc qui m'a mordu la jambe. Je trouverais peut-être ça plus classe si je t'arrachais un œil. Non, vous avez raison, Iris doit faire un show. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose que les hommes vénèrent bien plus qu'un maître ou un dieu. En échange de cette chose, certains obéissent à d'autres. Et ce, même si la tâche leur semble dangereuse ou déplaisante. Ils tuent, ils volent, ils se prostituent pour l'obtenir. Tout d'abord, j'irai récupérer ce qui me revient de droit et que j'ai acquis dans la souffrance. Ensuite, j'enseignerai le véritable sens du mot vengeance à ce ridicule détective. Alors seulement il sera temps pour moi de mettre un point final à mon œuvre. Vous êtes de retour dans les studios de Radio Galère. Vous venez d'entendre la bande-annonce du film Pot de crème glacée qui est sorti la semaine dernière sur YouTube. Et j'ai avec moi en studio Christophe Oliver et Julien Sancléoni qui ont fabriqué conjointement ce film pendant 10 ans. Alors, on parlait d'autoproduction et comment c'était un joli mot pour dire qu'en fait on fait tout avec 3 bouts de ficelle et très très peu d'argent. Moi, au moment où je vous ai rencontré, vous étiez encore en train de faire le film. Et dans mes études de cinéma, on me parlait du Dogme 95, qui était un mouvement artistique qui voulait prouver que c'est hyper important l'esthétique au cinéma et qui du coup pour le prouver ont décidé de faire des films avec une charte où il fallait qu'il n'y ait pas d'éclairage, tout en lumière naturelle, il fallait que tout soit improvisé, qu'il y ait le pas de prépa en fait au film. Et vous à ce moment-là L'inverse. T'as parlé un petit peu de cinéma américain et ça s'entend un peu dans la bande-annonce. On peut pas écouter cette bande-annonce sans parler de western. Donc je suppose que vous, n'ayant pas d'argent, vous avez fait un film super simple, super réaliste, avec très peu d'effets spéciaux et très européen, film d'essai, n'est-ce pas, Christophe Oliver ? Effectivement, on n'a pas fait le film qu'on pouvait faire, on a fait le film qu'on voulait faire, mais sans être pleinement conscient des enjeux. Si on avait été conscient, c'est un peu bateau de dire ça, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes disent ça, mais si on avait été conscient des enjeux et de l'impossibilité de le faire, on l'aurait pas fait. Mais du coup, vu qu'on était jeune et insouciant et que on s'est dit allez, on y va, et puis on voit au fur et à mesure, et en fait c'était impossible, mais on l'a quand même fait, mais juste ça prend 10 ans quoi. Julien, en parlant d'inspiration, parce que vous avez de très 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 grandes inspirations du cinéma américain, est-ce que tu peux faire un peu du name dropping ? Moi en écoutant cette bande-annonce, j'ai envie de parler de Tarantino, j'ai envie de parler de Star Wars, j'ai envie de parler de Spielberg, j'ai l'impression
l'impression qu'en fait, en faisant un film aussi jeune, il y a toutes vos inspirations qui sont revenues dans le film sans forcément que vous vous en rendiez compte. C'est quoi un petit peu le bain culturel qui a fait naître Pot de Crème ? Déjà, je tiens à rappeler que quand même c'est Christophe qui a écrit et réalisé le film. Moi, je suis acteur seulement dedans. Mais... Après, pas seulement acteur, c'est acteur principalement, mais Jus a quand même été là sur absolument tout le processus de tournage et a aidé, en fait, tout le monde a fait énormément de rôles sur le film. C'est-à-dire que Jus, en tant qu'acteur, a aidé à la technique à plein de niveaux. Ça serait trop long en fait de dire tous les postes qu'il a occupés, mais on s'est déjà retrouvé sur ce film, le chef opérateur qui est censé faire la lumière, il se retrouve à nettoyer le pare-brise d'une voiture parce qu'on doit tourner alors qu'il n'y a pas d'assistant, rien du tout, on était 10, donc du coup Jus qui jouait faisait aussi un rôle technique en même temps. Oui, et j'étais quand même du coup très proche de l'aspect créatif et tout ça, j'étais conseiller même, on va dire. Oui, bien sûr. Et du coup, arrête-moi si je me trompe, mais pour moi, la première inspiration de Pot de Crème glacée, c'est que, en fait, toi, tu es un des plus grands fans du Seigneur des Anneaux que je connaisse, et qu'en fait, tu as regardé des milliards de fois les bonus du Seigneur des Anneaux qui sont en fait éternels. Une Bible, et en fait, c'est comme, ça a été comme une école de cinéma, en fait, pour toi. Complètement. On parle d'un making-of de 30 heures, quand même, on le rappelle. C'est ça, c'est les appendices du Seigneur des Anneaux, en fait, qui sont un documentaire vraiment inestimable sur la création d'un film, et en plus, l'un des meilleurs films qui existent. Donc, et il y a ce côté, avec le Seigneur des Anneaux, on pourrait croire que c'est un film à budget énormissime, full crédit comme Avatar ou quoi, mais pas du tout. En fait, le prix de la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est à peu près celui de juste Avatar 1. Donc ils y sont allés, c'est-à-dire pas à l'économie, mais c'était très efficace leur utilisation du budget. Et quand on voit ces bonus, on voit que certains trucs qu'on trouve qu'on trouve magnifiques dans le film ont parfois été faits juste avec du bon sens et de la débrouille. Donc c'est très très inspirant. Et puis sur cette question de Chris c'est le réal, l'auteur du film, et Jus, tu avais plusieurs postes mais tu étais quand même proche de la création. Moi je trouve qu'il y a une histoire très belle à raconter quand même qui est la vôtre, c'est-à-dire que vous c'est impossible de savoir quand est-ce que vous vous êtes rencontrés puisque vos parents étaient amis et donc vous êtes nés ensemble à quelques mois d'écart, et donc en fait Pot de Crème pour le grand public c'est votre premier projet où vous travaillez ensemble, mais en fait ça fait 30 ans que vous êtes amis, que vous fabriquez ensemble, que vous créez ensemble, et donc c'est vrai que un projet où on a un de vous deux qui est en tant qu'auteur et l'autre qui occupe une place importante chez les acteurs, fait que en fait on retrouve aussi votre complicité et votre synergie, quoi. Ce sera jamais, je pense que même encore aujourd'hui, ce sera jamais quelque chose de très distinct et cloisonné, votre relation créatrice, parce que on est en fait face à deux amis, deux copains qui jouent ensemble, juste ils ont appris à faire du cinéma, donc quand vous jouez ensemble ça donne des trucs. Exactement, on se consulte en fait, déjà on se respecte en tant qu'amis, on s'aime, on se respecte, donc forcément on se consulte au niveau des décisions artistiques, mais aussi on a les mêmes références, après il y a des petites variations, mais on est principalement inspiré, tout à l'heure tu nous demandais les inspirations, par le nouvel Hollywood en fait. C'est ça notre bain culturel, on a grandi vraiment avec les films de Spielberg, de Scorsese, de Coppola, etc. Et de George Lucas. Donc, et ce qui est fou dans ce film, c'est que déjà c'est un film qui est extrêmement gourmand. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je faisais une blague en mode cinéma d'auteur européen, très réaliste et tout ça. Pot de Crème, ça n'a pas ces images-là. On est sur des images extrêmement gourmandes de cinéma. Vous entrez dans le film dans un noir et blanc de film noir avec des lumières qui sont extrêmement franches et en fait il y a cette espèce de gourmandise visuelle qui est là à chaque instant, et ce qui est intéressant c'est que à ne pas avoir de sous, vous avez dû revenir en fait vers des techniques du cinéma qui sont ancestrales, pour la simple raison que en fait ça coûte plus cher de payer un monteur truquiste, donc les gens qui font les effets spéciaux, pour faire des bêtes d'effets spéciaux en CGI, en machin, en truc, et ça coûte plus cher que trouver un endroit pour faire une technique traditionnelle.
traditionnelle. Et notamment, du coup, le film, en fait, on dirait que c'est un espèce d'hommage constant aux techniques traditionnelles du cinéma et je pense que c'est à la fois le cas, mais je pense que c'est aussi issu de votre contrainte budgétaire. Donc, je pense par exemple à la scène de la voiture qu'on a tournée ensemble. Vous avez choisi de faire des pelures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que des pelures ? Oui, les pelures, c'est comme dans les vieux films, en fait, quand on voit des plans de voitures et qu'on voit les acteurs conduire avec un fond qu'on voit clairement que le fond, il bouge derrière, en fait, est projeté sur un écran. Et c'est une équipe au préalable qui a tourné des plans de voitures, par exemple en ville ou quoi, et qui ensuite, ils l'ont projeté derrière la voiture. Et en fait, ça permet de tourner les scènes en studio, avec les acteurs dans une voiture qui ne bouge pas. Et du coup, on peut contrôler la lumière, on peut contrôler le son. Il y a plein aussi d'avantages. Et en plus, ça donne cette esthétique rétro, quoi. Exactement. Et donc là, je crois que si ma mémoire est bonne, on n'était même pas en studio. En vrai, on était dans un lieu que nous avait mis à disposition ton papa, une sorte de garage, de hangar. Et en fait, voilà, il y avait quelqu'un. Des fois, c'était moi. Des fois, c'était ceux qui avaient rien à faire. Des fois, c'était la maquilleuse, Jackie, qui est une maquilleuse exceptionnelle, qui faisait bouger la voiture avec son fessier pour donner la vibration de la voiture et donc voilà, et c'était des lieux qui n'étaient pas du tout faits pour le cinéma au départ et vous l'avez investi pour en faire en fait un lieu de cinéma. Est-ce qu'on pourrait peut-être écouter un premier extrait donc c'est l'extrait de la scène qui est marqué scène, qui est noté scène, ou oui. Tu veux écouter autre chose d'abord? C'est une scène, pourquoi pas la scène, c'est une scène où en gros c'est une scène de dialogue entre nos deux personnages, de Christophe et moi, où on se dirige vers le château de la méchante pour aller chercher les lunettes. Et voilà. C'est une sorte de petit récap de qu'est-ce qui va se passer au final dans le film. C'est un peu explicatif, mais plusieurs personnes nous avaient dit, à ce moment-là du film, on a besoin d'une petite scène d'exposition quand même. D'accord. Et du coup, on l'avait tourné en plus, on avait fait un... Parce que si on vous laissait en roue libre, vous seriez parti direct dans la péripétie. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est parti alors pour écouter le premier extrait de Pot de crème glacée. Bon, si je comprends bien, votre plan c'est d'escalader une paroi du Château Rouge jusqu'à ce que l'on trouve une fenêtre ou un truc comme ça. Oui. Ce qui équivaut à une ascension de 350 mètres sans matériel et avec une condition physique déplorable. Que l'on s'infiltre dans la salle du trône sans se faire repérer ni par une garde, ni par Olga, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, a des pouvoirs et potentiellement le diable. Lui voler son bien le plus précieux avec lequel il semble qu'elle ait une connexion quasi mystique. Et enfin, de s'échapper, d'aller échanger ses lunettes débiles contre une mallette remplie de fric. C'est un plan valable, Fabrizio, faut que t'apprennes à te détendre. Me détendre, moi ? Le film n'a pas commencé depuis 20 minutes que vous m'avez déjà pourchassé, cassé le nez, fait du chantage, menacé de mort, et vous m'avez traîné de force dans une galère qui me regarde pas et qui pourrait me coûter la vie. Vous le tenez d'où, votre légendaire savoir-vivre ? Orphelinat Jacques Berger et maison de correction du Val-Fleury. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. On est en studio avec Christophe Oliver et Julien Ciancaleoni, qui sont les auteurs et les acteurs de l'extrait que vous venez d'entendre, donc qui est extrait du film Pot de crème glacée. On parle beaucoup de cinéma américain depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est un film qui est plutôt épique ou comique ? C'est épicomique. Genre vraiment, c'est à la fois la volonté de base, c'est de faire quelque chose de drôle et de divertissant. Le côté épique, il a été rajouté par la suite parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'aventure aussi. Donc, il suffit que les deux personnages soient poursuivis, ou qu'il y ait un crocodile, par exemple, ou des maquettes de châteaux fantastiques, etc., et des beaux décors. D'un coup, on pouvait apporter cette dimension un peu plus épique. Et ce qui a surtout apporté cette dimension, c'est la participation de Romain Montiel, le compositeur du film, qui en fait a direct en visionnant les rushs qui étaient sans effets spéciaux, sans étalonnage, etc., mal montés, c'était pas fignolé, il a su quand même capter directement la vibe du film et le prendre au sérieux, le respecter comme un vrai gros film, et il nous a pondu une BO à tomber par terre. C'est clair. Qui est génial. Il m'a dit dès la première seconde, il m'a dit bon, le film, il faut pas que j'écrive une bande originale de comédie. Non. Il faut que ça soit premier degré.
Et c'est ça qui va renforcer la comédie et donner plus de corps à l'intention. Il y a des scènes qui ne fonctionnent que grâce à la participation du compositeur. Au même titre que du Star Wars, certaines scènes n'ont fonctionné que grâce à John Williams. Et ça s'entend dans la bande-annonce qui est absolument incroyable. La BO, surtout là qu'on a fait une écoute de la bande-annonce en radio, ce qui est quand même un exercice particulier parce que vous n'avez pas les images. Et en fait, moi, c'est la première fois que je la découvrais, cette bande-annonce uniquement à l'audio. Et là, on voit toute la puissance de Romain Montiel qui a fait un travail extraordinaire. Chris, c'est quoi ton rapport, toi, à la musique pour les films, de la musique dans les films de manière générale? Pour moi, c'est plus important que tout, à part peut-être la lumière et le scénario. Et encore, c'est au même niveau. Pour moi, c'est 50% du film, puisque tous les films que j'apprécie particulièrement ont des BO d'enfer qui prennent beaucoup de place. Et c'est une œuvre à part entière au sein d'une œuvre. Donc, et je trouve que ça mérite plus de crédit que voilà. Je trouve que c'est un petit peu sous-estimé. Les BO de films. Et les compositeurs en général, c'est hyper important, quoi. Bah oui, d'ailleurs je trouve que ta façon d'en parler est assez sous-estimée par rapport à l'obsession que tu as là-dessus. Il faut savoir qu'en tant qu'ami, je ne fais jamais de blind test musique de film avec Chris, parce qu'en fait c'est Chris qui bat son propre record de rapidité. Voilà, il n'y a pas de place pour qu'on joue. J'écoute presque que ça en fait. Voilà. C'est quoi ton top 3 des BO de films? Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Le Parrain. Et si tu parles en termes de morceaux, je sais que c'est difficile, mais en même temps la question est corda avec ton niveau d'obsession. Le thème principal du Parrain, après il n'y a pas 1 million de musiques dans Le Parrain non plus, de thèmes, mais dans Le Parrain 2, particulièrement le thème principal du Parrain 2. La BO aussi d'Il était une fois dans l'Ouest et Ennio Morricone, voilà, incroyable. Et John Williams de manière générale, de toute façon, et Le Seigneur des Anneaux, un titre en particulier, je sais pas. C'est dur, hein. The End of All Things. C'est du coup voilà. Et toi, t'as des compositeurs de musique de film qui t'ont marqué dans ta vie, Julien? C'est un peu pareil, hein. C'est un peu les mêmes, hein. John Williams, Ennio Morricone. John Williams, c'est papa, hein. C'est vraiment c'est notre papa, notre papy. Après, ouais, je trouve que quand même des fois, c'est vrai qu'il prend énormément de place. Et j'écouterai pas toutes ces BO en mode de écouter que la musique. Je l'ai déjà fait sur l'Empire contre-attaque, j'ai failli tomber dans les pommes. Et ben moi, personne ne me demande. Mais et toi, Letty? Voilà, merci. Moi, ma musique de film préférée, c'est Slughorn Confession dans Harry Potter de Nicholas Hooper, qui arrive dans la scène où Slughorn doit donner son vrai souvenir, et qui est une scène qui n'existe que dans Harry Potter. C'est dans le 6 et c'est une scène, la scène existe dans les livres aussi, mais elle est le dialogue entre Harry Potter et Slughorn est complètement travaillé différemment. Il y a des éléments dans cette scène qui sont qu'on doit uniquement au film, et donc non seulement je trouve que c'est une des plus belles musiques d'Harry Potter, mais en plus de ça, ça a d'autant plus de valeur parce qu'elle n'appartient que à l'audiovisuel, que au cinéma, et pas du tout et pas forcément au livre. Bref. Et Nicholas Hooper quand même qui succède à John Williams sur la franchise Harry Potter, donc c'est quand même pas rien la pression. La musique de l'épisode 4, c'était ni Hooper ni Williams, c'était un peu en dessous, et lui il a remonté le niveau, je trouve, dans les autres, quoi. Donc c'est quand même très beau gosse. Ouais. Très très beau gosse. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé dans Pot de Crème que je trouve quand même très intéressant. C'est le fait que pendant tout le film, tu fais genre que tu n'es que acteur-réalisateur, Chris. Mais en fait, tu es aussi un maquettiste de fou furieux. Tu aurais pu faire carrière uniquement dans la maquette. Et donc, est-ce que on peut parler par exemple du château d'Olga, donc qui est l'antagoniste épique de Pot de Crème glacée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des maquettes que tu as réalisées pour ce film? En fait, ça vient de mon passé de gars solitaire, geek, qui fait des Warhammer et qui regarde juste Le Seigneur des Anneaux dans son refuge, quoi, et du coup qui est complètement fasciné par les maquettes, justement, et le fait que ça puisse donner une vraie dimension, une vraie vie à un environnement qui n'existe pas, et si c'est assez détaillé, on peut y croire, et du coup... forcément, en voyant les bonus du Seigneur des Anneaux, tout est en maquette, que ce soit les plus gros châteaux qu'on puisse voir en Minas Tirith, etc. C'est que des miniatures, en fait, donc forcément, quand tu vois ça à 13-14 ans et
que tu commences à créer avec tes mains, que tu peins des petites figurines, des trucs. J'ai dit, allez, je vais tester avec du polystyrène. Et donc, par extension, je me suis dit, ben voilà, le château, il a besoin d'un extérieur. L'intérieur, on le trouvera en décor quelque part. Il nous faut juste de la pierre, quoi, et un endroit avec des arches. Et l'extérieur, ben, on peut s'envoyer, quoi. Donc ça envoie des cascades, un escalier de 600 marches, le truc qui fait 300 mètres de haut, avec des plumes au sommet de la tour, une roue à hop géante qui tourne. Et voilà, donc après, je sais plus combien de temps j'ai passé sur cette maquette, effectivement, mais c'est... Il y a eu le trône aussi, qui ressemble beaucoup au trône de fer. On dirait une espèce de love child entre le trône de fer de Game of Thrones et ces espèces de fauteuils en osier de hippie qui hyper grands et tout. Oui, c'est très beau. Les fauteuils Emmanuel qui sont quand même liés à quelque chose, une imagerie un peu sexy quand même. Donc du coup, Olga, c'était important qu'il se mixe entre la dureté un peu Game of Thrones et aussi tribal avec beaucoup de plumes, avec ce crâne aussi, le crâne du diable qui est au-dessus, et en même temps cette base de fauteuil Emmanuel qui rappelle le côté aussi un peu sexy aussi de ouais, puis c'est la douceur ensoleillée des années 70. Ouais, voilà. Est-ce qu'on n'écouterait pas un autre extrait? Alors qu'est-ce que tu veux qu'on écoute, Julien? Après, j'ai préparé une musique qui va avec une anecdote. C'est Sunny Day, qui est une anecdote qui est intéressante que Chris peut raconter. Allons-y pour Sunny Days. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. Morning. I walk the town. It's such a sunny day. I look around. I'm in the mood to play. I'm on the ground. I watch the clouds go by. I'm lying down, but I'm flying high. I look at you. I climb your family tree. Enjoy the view. So many sights to see, nothing to do but pass the time away, just me and you on a sunny day. I can see right through the happy things I see, the things you say to me reflect and fade away. Find today something to pass the time. I'll wipe away the slime and watch the residue. Alors, donc, quelle est l'anecdote de la chanson qu'on entend toujours en fond? Alors, cette anecdote, c'est juste que à une époque, donc quand j'avais, 16-17 ans, je cherchais un maximum de musique de rock psychédélique obscur. C'était ma passion de trouver des espèces de pépites comme ça. Et je tombe sur ce truc. Et j'étais persuadé que c'était un groupe des années 60, tellement que c'est bien fait, en fait. Donc je me dis ça serait trop cool d'avoir cette musique, mais ça va être très difficile. Et d'un coup je vois qu'en fait Orange Alabaster Mushroom, qui est le groupe qui fait Sunny Day, existe. Et je me dis mais c'est pas possible, ils ont tenu tout ce temps et tout. Et en fait pas du tout, c'est juste des mecs de maintenant. La musique elle doit dater de fin 2000, fin des années 2000. Et j'ai trouvé le gars Grog, il s'appelle, sur Facebook. Et j'ai demandé, est-ce qu'on peut utiliser ta musique Sunny Day sur notre film? We are French directors, we are making a movie, machin. J'écris en anglais du coup. Ouais, parce que c'est un Canadien. Oui, c'est un Canadien, ouais. C'est au Canada, ouais, ils sont au Canada. Et il fait, hi man, I saw the trailer, it seems great, ok et tout. Genre, c'est ok, j'ai vu la bande-annonce, ça me dit bien, donc allez-y, utilisez ma musique. Et c'est devenu l'hymne du film un peu. Genre. Il y a ce côté enjoué et un peu. Qui arrive à la fin du film, il me semble. Hein. Un peu au début aussi, et pendant le climax, une scène de baston. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul artiste qui a donné gracieusement les droits de sa musique pour le film. Est-ce que tu peux nous parler du thème d'Olga? Le thème d'Olga, alors ça a été des petites négociations quand même avec Universal et Polydor, il me semble, ça commence à remonter un petit peu pour avoir la musique L'Éternel féminin de Juliette Noureddin. Et alors ça on les a payés pour le coup, mais un prix assez dérisoire on va dire, puisqu'on n'avait pas de volonté de sortir le film de manière payante ou quoi, donc jusqu'à présent on n'a pas gagné une thune sur ce film, donc ils sont ok, je pense, on leur doit
Voilà, même si on on a leur payé donne- pour une utilisation non commerciale. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'était quand même très très beau de leur part. Oui, c'était quand même très chouette. Et la musique image très très bien le personnage d'Olga. C'était indispensable d'avoir cette musique, vraiment. Sur ce film, il y a des personnes qui ont compté particulièrement. On parlait des maquettes. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de tes parents qui ont été non seulement là pour nous faire manger à chaque fois et qui ont un rapport extrêmement accompagnant, bienveillant et volontaire avec toutes nos idées et qui sont toujours là pour être les premiers fous à croire en tes projets et aussi au projet du groupe Diogène, quoi. Bah, tu nous en parles un peu? En fait, ouais, ils se sont parfois questionnés sur mais est-ce que c'est faisable en fait? Est-ce que vous n'êtes pas juste fou, juste bon pour l'asile? Mais ils ont toujours gardé un regard bienveillant sur ça et ils se sont dit bon, ça a l'air fou, mais on va les aider à essayer de le faire quand même. Et ils voyaient qu'on savait ce qu'on voulait, donc ils étaient hyper enjoués et puis ça leur faisait plaisir de participer. Ça faisait comme une grande famille en fait, ce tournage avec les amis, la famille, tout le monde qui met la main à la pâte et surtout une ambiance très joyeuse, très bienveillante avec mes parents du coup qui faisaient à manger en permanence pour toute l'équipe et qui ont fait ça tout le long du tournage, parfois même avec 40 figurants. C'était incroyable ce qu'ils ont fait et du coup voilà, toujours cette participation. Et puis à l'atelier, parce que ton père a quand même un garage atelier où vous fabriquez ensemble. Ouais, mon père a fait quelques fabrications aussi pour le film, notamment la structure du trône, tout ce qui a besoin d'être solide et carré, que moi je sais pas faire. Moi je fais de la déco et des trucs comme ça, mais ce qui a Donc besoin il y a des choses que tu ne sais pas faire quand même. Ben, quand c'est carré et solide, je sais pas faire. Donc il fallait quand même qu'il y ait une actrice qui monte dessus. Sur le trône, donc il fallait pas que ça se casse la gueule, il fallait une structure en bois, donc à papa quoi. C'est papa qui fait la structure en bois. Il y a une autre personne qui a été aussi très importante dans la construction de ce film et dans son âme, c'est Kevin qui a fait l'image en partie, puisque je t'ai déjà vu Julien prendre la caméra à certains moments, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle de Kevin dans ce film? Kevin, c'est déjà sans Kevin le film n'existerait pas. Sans Julien, sans mes parents, il y a plein de gens sans qui le film n'existerait pas, mais Kevin en fait partie. C'est du coup le chef opérateur du film, donc il a fait la lumière et le cadre sur 98% des plans, la lumière tout le long et le cadre presque tout le temps. C'est quelqu'un qui a été d'un soutien vraiment indéfectible tout le long, qui rêve en grand aussi, qui a des grandes envies de cinéma, qui est extrêmement passionné et surtout très talentueux, très très inspiré, des meilleurs. C'est quelqu'un qui regarde 3 films par jour en moyenne, donc c'est un vrai cinéphile, je pense le plus gros cinéphile qu'on connaisse en vrai. C'est une encyclopédie. Une encyclopédie, voilà. Kevin Pédia, c'est lui, quoi. Et du coup, donc voilà, son expertise du cinéma et de son art à lui, mais aussi du cinéma en général, ont été indispensables, en fait, pour que ce film ait la gueule qu'il a aujourd'hui. S'il a de la gueule, c'est grâce à lui. On peut parler aussi, moi, il y a une personne qui m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert Pot de Crème, c'est la maquilleuse qui a fait un travail absolument extraordinaire et même à l'époque, à 23 ans, je trouvais qu'elle avait un niveau qui était exceptionnel pour son âge. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, c'est Jacqueline Mattei, du coup, elle a je crois que son nom c'est Of Monsters and... Je me souviens plus. Mais en tout cas, oui, c'est c'est une amie qui avait fait Sophie Lecomte, une super école de maquillage et qui avait énormément d'idées et de capacités, de talent. Elle a fait le maquillage du diable dans le film. Qui n'est pas juste un maquillage, hein, c'est une prothèse, il y a des cornes. Et en fait, déjà, le maquillage en soi est exceptionnel, mais par contre, elle a réussi... elle travaille déjà comme quelqu'un qui avait déjà beaucoup de carrière, en fait, à mélanger les prothèses en polystyrène que toi t'as fabriquées, et à le rendre, lisse et harmonieux avec la peau du personnage du diable. Oui, c'est ça, elle a moulé le visage de l'acteur qui jouait le diable, puis ensuite elle a créé les prothèses à partir de ce moule, ça prenait à peu près 7 heures pour maquiller l'acteur qui jouait le diable, qui s'appelle Mathieu Ambide, qui est un ami aussi et qui a été aussi incroyable sur ce rôle et sur ce tournage. Et voilà, donc 7 heures de maquillage jamais bronché, et elle a fait ça à la perfection, quoi. Aussi parfois des scènes où elle devait maquiller notamment 40 figurants et qu'elle a fait seule.
à la chaîne, comme ça, leur donner toute une coiffure différente et en même temps garder une cohérence esthétique sur l'ensemble du C'est fou parce que maintenant qu'on travaille dans des tournages professionnels et tout, je me dis mais comment est-ce qu'on a pu ? Comment est-ce que là, tu vois, tu me parles d'une maquilleuse pour des figurants, pour l'acteur principal, pour un gars qui doit mettre 7 heures et tout. Je me dis mais comment physiquement on a pu faire rentrer tout ça, donc ça a été un très beau projet. Je propose qu'on écoute un prochain extrait, donc je suppose que c'est Fabrizio Leoni, post-générique. Voilà, écoutons ça ensemble. Retour dans les studios de Radio Galère. Vous venez d'entendre une des musiques du film Pot de crème glacée et je suis en studio avec Christophe Oliver et Julien Ciancaleoni qui sont les acteurs principaux du film et qui sont aussi les créateurs principaux du film avec quand même Chris qui en est l'auteur. On a parlé de l'autoproduction, on a parlé de Kevin, cette espèce de gourou du cinéma, on a parlé du cinéma américain. Il y a encore quelqu'un et des parents de Chris qui ont été énormément là. Il y a encore quelqu'un qui a donné une partie de son âme pour ce film. Il s'agit de Samuel Poiré. Est-ce qu'on peut en discuter un petit peu de Sam ? Qui a donné une partie de son âme et de sa santé mentale au mixage du film, parce qu'il était tout le long, quasiment tout le long de l'aventure, il était là pour prendre le son. Et ensuite, après que le film qu'on ait terminé le film, il a fait le mix. On a fait le mixage sonore ensemble. Donc du coup, et ça a duré presque 2 ans. Donc wow. C'était un taf énorme parce que j'étais assez chiant et tatillon sur certains trucs qui étaient importants pour moi, mais qui du coup ont été un petit peu voilà. C'était long, très laborieux pour que le film ait cette sonorité quand même. C'est-à-dire que le son permet, même si c'est un petit film à tout petit budget, autoproduit et tout, le son permet de tricher un petit peu sur ça et de donner plus d'ampleur, notamment avec la BO. Et on pouvait pas, avec une BO pareille, faire un son lambda. Il fallait envoyer du gros sound design et créer nous-mêmes des sons, en fait. Par rapport au son, il y a un personnage qui est particulier, qui est quand même l'antagoniste, qui s'appelle Olga dans le film, qui est joué par plusieurs actrices, à la fois à l'image et à la fois au son. Donc à l'image, vous avez qu'à regarder le film pour comprendre pourquoi est-ce que y a 2 actrices qui jouent ce film. Par contre, au son, quand est-ce que ça s'est décidé de prendre une actrice pour post-synchroniser Olga ? Alors pour la voix d'Olga, ça a été un vrai casse-tête parce que en fait, on s'est inspiré finalement du concept encore très Star Wars, mais de Dark Vador, qui a 5 acteurs qui l'incarnent. Il y a David Prowse qui le joue sous le costume. Il y a celui qui le joue, Bob Anderson, je crois, pendant les scènes de combat, et James Earl Jones qui fait la voix. On s'est dit en fait qu'un grand méchant, parfois, c'est aussi une combinaison de plusieurs personnes qui donnent corps à un personnage qui est plus grand que nature. Donc, c'est pas juste un être humain. Après, le vrai visage d'Olga, ça reste quand même Sophie Césari qui qui l'incarne parfaitement à l'image. Il y a une scène de flashback où elle est jouée par une autre actrice parce que je voulais justement marquer la différence, notamment temporelle, mais aussi vu ce qui se passe dans la scène. Vous verrez. Une autre actrice qui s'appelle Pauline Desrosiers, du coup. Et voilà, qui s'est donnée à 100% aussi, comme tout le monde en fait sur ce film. Et la voix, du coup, c'est Agathe Williamson Dalla Porta, et qui a fait un super taf en très très peu de temps, juste avant de partir au Canada, et on l'a toujours pas revu depuis. Oh waouh, elle est arrivée.
Juste pour dire que c'est quelqu'un qui a la voix, la bonne voix pour le personnage, mais qui a pas du tout le J'ai pas le du tout la physique, tête. du personnage. Tellement mimi. Elle est très petite. C'est-à-dire que Sophie qui joue Olga à l'image fait 1m80 et hyper impressionnante, en fait, de charismatique, géante quoi au final, et donc elle incarne parfaitement l'image, mais elle a une voix plutôt douce. Pour le perso, d'où la décision quand même de le redoubler. Et Agathe, qui est une toute petite femme fluette et tout, et qui a une énorme voix cassée et raillée et tout, et qui correspondait parfaitement au rôle. Alors il faut dire quand même l'info la plus importante de cette émission, c'est quand même que le film est sorti, donc je crois vendredi dernier, ou en tout cas cette semaine, je ne sais plus. Lundi dernier est sorti le film entièrement, en complet, sur YouTube, après 10 ans d'aventure. Donc vous pouvez retrouver ce film sur YouTube dès maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi des gens qui ont beaucoup participé à ce film-là? On a eu aussi Antoine Cotte-Brune qui a quand même passé un bon temps à prendre du son et aussi à jouer un personnage d'homme banane complètement absurde qui arrive sur une séquence. Parmi les autres personnes, est-ce qu'il y a des noms comme ça qu'on peut remercier? Oui, bien sûr, il y a Olivier Morin aussi qui a participé, tous nos potes qui gravitaient autour et qui de temps en temps venaient donner un coup de main. Étienne Campagnoli, Sébastien Révelin, voilà, tous les collègues du groupe qui venaient gracieusement nous prêter main forte sur certaines scènes. Alors Chris parle de collègues, et donc j'aimerais qu'on parle, avant de se quitter, de Diogène Studio. C'est évidemment un groupe d'amis. Il faut comprendre que je crois que, mis à part Chris, il se trouve que tout ce groupe de gens qu'on vient de citer, on était tous à l'école de l'atelier des ateliers de l'image et du son à Marseille, et donc on était tous dans la même promo ou une promo d'écart, et donc on était en études ensemble, et puis le week-end on venait aider à Pot de Crème, et donc c'est trouvé à un moment donné la question de nous donner un nom à ce groupe de créateurs de bouts de ficelle, est venu le nom de Diogène Studio. Est-ce que l'un de vous deux peut me parler de Diogène Studio? Oui, c'est une association qu'on avait créée avant le tournage de Pot de Crème glacée. Pour réunir une équipe au sein d'un nom, et ça nous a permis aussi de louer du matériel à la régie PACA à Plan de Campagne, qu'on remercie grandement, parce que du coup ça nous a permis de louer du matériel à prix très très réduit. Grâce à Thomas Clémentier aussi. Grâce à Thomas Clémentier qui travaille là-bas. Il faut une asso pour prendre du matériel là-bas ou être une municipalité. Du coup c'était très très pratique, ça a permis de faire le film. En fait. Et donc Diogène également, qu'est-ce que je voulais dire? Non, pas Diogène également. Donc on peut vous retrouver donc sur Instagram, donc sur le compte christophe.oliver.photographe. Chris.Diogène maintenant. Chris.Diogène, merci. Le peuple te remercie de ce changement. Et Jus.Diogène. Jus.Diogène. Et évidemment, Diogène, je crois qu'il a son propre truc, non? Diogène, c'est juste une page avec une photo de profil et rien dessus. Donc c'est nous, en fait, un petit peu. Et pour l'instant, après, on verra. En fait, Diogène, c'est surtout une page YouTube, en fait. Voilà. C'est ça. Où vous pouvez retrouver Histoire de point de vue, qui est un court-métrage que vous avez fait aussi. Voilà. Et il y a une dernière chose sur laquelle j'avais envie de vous remercier, puisque moi, en tant qu'animatrice radio, c'est un peu mon obsession de faire vivre la culture provençale et le territoire provençal, et montrer que il y a beaucoup d'artistes qui sont pas forcément qui font des choses là où on les attend pas, notamment en faisant du cinéma de genre épique. Et il faut dire que grâce à votre manque de sous, vous avez fait, on dirait que ce film, pour moi, c'est aussi une grande lettre d'amour au territoire provençal. Est-ce qu'on peut citer quand même les endroits iconiques dans lesquels vous avez tourné, par exemple à Sillon-la-Cascade? Sillon-la-Cascade, et surtout des gens qui nous ont beaucoup aidés, c'est la mairie de Rousson. Qui nous ont prêté gratuitement pendant une semaine une chapelle désacralisée dans laquelle normalement il y a des expos artistiques, et ils nous ont donné ce lieu dans lequel on a carrément pu camper juste à côté. Ils nous ont offert tout, l'eau, l'électricité et tout, et c'est grâce à ce genre d'action qu'on a pu faire le film en fait. Il y a aussi la scène avec le cheval
Vous l'avez tourné où ? À Beauduc. À Beauduc, voilà. Et donc, en Marly. fait, ce film, je vous engage à le voir aussi pour ces raisons-là, parce que dans Peau de crème, on sent à quel point la Provence, c'est une terre de cinéma et qui peut être très épique et très western et très épique, à nouveau, 2 fois épique, parce que c'est le cas. On va se quitter, c'est la fin de cette émission. On va peut-être se quitter en écoutant le dernier extrait qu'on avait préparé pour cette émission. Et d'ici la bonne semaine sur Radio Galère. Et oui, Chris ? Je voulais juste dire que pour ceux qui veulent voir le film, du coup, il suffit sur YouTube de taper Peau de crème glacée, le film. Voilà, c'est important de taper le film, sinon on tombe sur tout et n'importe quoi, genre des émissions sur de la crème glacée, par exemple. Donc voilà. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. À la semaine prochaine sur Kiksa. When I saw you the other night, babe, I couldn't look away from you. And I felt love for the very first time. If ever I fall asleep, my favorite little companion, I'm gonna brush you deep and give you a rotten onion. Sleepy raccoon, you're hiding in my garden. Have nothing to fear, my favorite little friend. You swim in my pool, I want to dive in with you and drown you like a fool to bring you back to life. Sticky raccoon, you're sobbing on my terrace. What's wrong with you, my lousy little boy? And when it's time to get laid, all I want is your precious cock placed on my head. I'd sing it all around the block. You shitty raccoon, you're lounging on my bed. I'm gonna shoot you down, sleepy raccoon, dying raccoon. Dying raccoon. Dying raccoon. 88.4 Radio Galère.